Stratégique à l'URSSAF Caisse Nationale. Et sur le projet qu'on va vous présenter, j'ai un rôle de direction de projet aussi. Bonjour, Jérôme de Buisson, je suis directeur des filières applicatives, c'est-à-dire directeur des études et développement des URSSAF. Et bonjour, Jean-Baptiste Guénachot, moi je suis Soprasteria et directeur de projet côté Sopra sur le projet de refonte de la gestion administrative. Rapidement, l'ordre du jour qu'on vous propose, alors on a une présentation, ça va, on a juste sur qui sommes-nous, 63 slides de chiffres sur l'URSSAF, donc on va essayer quand même d'aller relativement vite. La présentation du programme et après le fond du sujet, c'est quand même nos spécificités d'implémentation avec 3 focus, un sur le pilotage du périmètre, un sur l'architecture continue et ça va rappeler des choses dans la lignée de la présentation de la Société Générale, et un finalement sur la capacité du framework à cadencer de l'hétérogénéité, et ensuite notre règle sur chacun des items. C'est Marie. Oui, c'est moi. Donc on est l'URSSAF Caisse Nationale, on représente la branche recouvrement de la sécurité sociale. Donc sécu sociale, c'est le régime agricole, les régimes généraux et les régimes spéciaux. 5 risques majeurs, enfin 5 branches, et l'URSSAF qui a pour mission à la fois de collecter les cotisations sociales de l'ensemble des salariés et des employeurs, et puis de redistribuer l'ensemble de l'argent collecté aux organismes de sécurité sociale, de protection sociale au sens large. Donc on parle d'assurance maladie, on parle évidemment de la retraite, la CAF, l'UNEDIC et tout ce qui gravite autour de tout ça. Donc c'est ça le rôle de l'URSSAF Caisse Nationale. Et donc, concrètement, en 2022, de mémoire, 648 milliards d'euros collectés par l'URSSAF. En général, c'est un chiffre qui marque. On a 11 millions d'usagers. Donc nos usagers, qu'on appelait avant cotisants et maintenant on les appelle usagers, c'est à la fois les entreprises, les grosses entreprises, mais c'est aussi beaucoup d'usagers qui sont des entrepreneurs individuels et des particuliers. Donc si vous n'êtes pas entrepreneur et que vous êtes salarié, vous ne connaissez pas forcément l'URSSAF en tant que salarié. Par contre, vous nous connaissez peut-être en relation individuelle, en tout cas, parce que vous êtes employeur de personnel, parce que vous avez des CESU, de la page, etc. Donc vous êtes dans les, finalement, sur nos 100 cotisants, vous êtes à ce moment-là dans les 29 qui sont des cotisants particuliers, 43 qui sont des travailleurs indépendants, et finalement, la part, pas en termes de montant, mais en termes de nombre d'usagers pour nous et de nos clients, quelque part, des entreprises avec un siège enfin, qui ne sont pas des entreprises individuelles, c'est finalement assez léger par rapport à ce qu'on connaît. Et sur 100 euros cotisés et donc collectés, il y a 38 euros qui vont à la santé, ce qui est le principal axe de redistribution, 28 à la retraite, et après on passe sur la famille, l'assurance chômage, l'autonomie et tout le reste. Voilà. L'autonomie étant la dernière branche créée pour la Sécu. Bon, alors on va parler un peu de la DSI. La DSI s'est éclatée. Je parlais avec une réunion qui parlait de la transformation. Donc sur le post-Covid, vous avez des sites informatiques, multidisciplinaires sur X villes en France. Donc c'est un atout, y compris pour le recrutement. Ça nous permet de savoir dans quelle ville vous voulez aller. Donc ça c'est possible en termes de recrutement. Je pense que pour certains c'est à peu près pareil. C'est une difficulté pour le management, pour la culture d'entreprise, puisqu'il faut être capable d'avoir des présences sur site et d'être capable d'avoir une vision commune. La DSI fait à peu près 1100 collaborateurs. On a à peu près 1100 collaborateurs. Sur la partie que je m'occupe, sur les études et dev, on doit être 420 à peu près. Et on commande, on peut dire, à peu près 800 ETP de prestations externes. Donc on a à peu près un ratio d'externalisation de 2 tiers par rapport au niveau des internes. Voilà. C'était les sites les plus importants. Au site. Alors moi je suis basé sur Toulouse et Marie est avec le projet sur Marseille. Ouais. Alors, le programme de refonte de la gestion administrative, historiquement, ça fait un certain temps qu'on est dessus. Le contexte du programme, des enjeux métiers, des enjeux SI,
Les enjeux métiers, c'est que on devait répondre à 4 grands enjeux au niveau du programme. D'abord, réussir l'adossement du RSI au régime général. Pour ceux qui se rappellent ou qui ont suivi cette histoire-là, 2017, Emmanuel Macron a décidé de supprimer le RSI et donc il a fallu fusionner le régime des indépendants avec le régime général. Donc on est dans ce contexte-là au niveau du programme, parce qu'il faut fusionner à ce moment-là les processus métiers autour de cette problématique de gestion administrative des usagers. On a en perspective que ce genre de choses et la centralisation, la Sécu va nous amener à le faire pour d'autres personnes aussi que le RSI. On a des problématiques de construction de référentiels de la sphère sociale et évidemment des sujets d'efficience en organisme, donc améliorer les processus, les délais de traitement. Des gens qui décrochent le téléphone quand vous les appelez, enfin en tout cas l'URSSAF. On a des enjeux SI de scalabilité, performance du SI, des questions de données, de fiabilisation de données, de vision nationale des données. On a un SI qui historiquement est fragmenté sur toutes les régions en fait, avec des redondances, enfin des systèmes de données qui sont régionaux. On a beaucoup de sujets de décommissionnement de patrimoine de legacy, un gros legacy, et puis évidemment des sujets maîtrise de coûts et des délais, comme tout le monde, je pense. Donc on a structuré le programme en 2 étapes de construction. Notre étape phare, en fait, notre objectif principal, c'était les travailleurs indépendants, mais 11 millions là, dont on a parlé tout à l'heure. On a cherché une petite victime. Non, mais on a cherché une logique de déploiement en pilote et en fait on a traité en avance de phase la population des artistes-auteurs qui avaient des caractéristiques similaires mais moins d'emprise, on va dire. On a donc fait une mise en prod artiste-auteur en 2022, fin 2022 et on va faire le déploiement enfin de la version TI début de l'année prochaine. On est en agilité à l'échelle SAFE 5.1 de mémoire, enfin on va vous en parler. On a impliqué les métiers qu'on construit et piloté par la valeur. On a développé en faisant des cadencements de sprints de 3 semaines et des incréments de 4 sprints, donc de 12 semaines. Et on a aussi, dans le cadre du programme, qui historiquement est un programme de rénovation quand même au départ, on est parti sur des architectures qui se voulaient à l'état de l'art, en termes d'archi, en termes d'industrialisation, autant qu'on puisse faire dans notre contexte en tout cas. Donc on est en microservices, on fait du BPMN au niveau de... Bon, voilà, je ne vais pas rentrer forcément... Et on est en événementiel, avec du BDD, de la CI/CD, enfin, et du test aussi intégré. Continue, pardon. Alors je ne vais pas rentrer forcément beaucoup dans le détail, mais globalement, quand on parle de gestion administrative, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a massivement des flux informatiques d'entreprises qui se déclarent comme étant en création, en suspension ou en fin de vie, hein, c'est à peu près ça, qui déménagent, qui changent de site, qui changent de locaux, de rattachement. Donc on a beaucoup de flux, ce qui s'appelle du CFE, c'est le centre de formalité des entreprises, que si vous suivez un peu l'actualité, on parle aussi beaucoup du guichet unique ces temps-ci pour simplifier les formalités des entreprises dans la logique de simplification de l'État. Donc on a des gros flux d'entrée. Globalement, on met de l'intelligence métier, du contrôle, on essaye d'automatiser au maximum. On persiste dans notre outil de gestion administrative et à un moment ou à un autre, on arrive à finaliser l'action de collecte de l'usager. C'est-à-dire j'ai un nouvel usager où je ferme un compte d'usager et à répliquer tout ça dans notre système d'information legacy qui est un gros système historique, COBOL, etc. Donc c'est pas vraiment de la CRM parce qu'on n'a pas cette logique de CRM, mais on est sur la donnée de l'usager, ses informations de contact, ses adresses, etc. Et surtout ses conditions d'éligibilité, ce qui fait un peu de complexité parce que en fonction des populations, on est éligible ou on n'est pas éligible à tel type ou tel type de régime de cotisation. Alors là, l'objectif, c'est pas d'entrer dans le détail non plus, c'est pour donner un cadre temporel notamment. Donc on est sur un programme qui est long. Hein. Depuis le début, ça va faire 5 ans en tout. C'est pas des mois, c'est des années. Ouais, c'est des années. Le sujet, c'est plutôt de montrer, on va utiliser SAFE, on va le voir après, pour cadencer, coordonner des choses qui sont des activités qui sont très diverses et un nombre important de dépendances.
Donc en haut, c'est ce qui est dans le train. On a pas mal de sujets, de la construction applicative. Donc ça, c'est 3 nouveaux produits qu'on développe en logique purement agile dans le cadre du programme. Mais on a aussi la migration, la fiabilisation des données, donc des données locales legacy vers le système central national. L'adaptation de l'existant, très important, c'est ce qui va permettre de réaliser ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire un processus qui se déroule bout en bout entre le rénové et le legacy en mode sans couture pour l'utilisateur. Donc avec des choses qui sont développées en termes d'interface et des adaptations de l'existant et du décommissionnement. Et enfin, la partie référentielle de la sphère sociale, on l'a évoqué tout à l'heure. Donc déjà, là, on est sur des activités multiples. Et en plus, on a des points de dépendance externes au projet, mais internes à la DSI, mais aussi externes à l'URSSAF. Donc là, on en a listé quelques-uns, mais on a plus de 40 points de dépendance dans le programme, dont des dépendances avec des organismes tiers. On peut parler de la Caisse nationale d'assurance familiale, d'assurance vieillesse, etc. Donc on est en termes de dépendance, c'est relativement costaud, il y a tout ça orchestré au travers du train. Quelques chiffres, donc vous avez vu la durée, donc on est au 15e incrément, on le boucle demain. 15 incréments de produits à 4 sprints, ça fait 60 sprints depuis le début. Le train, on a compté au plus fort de la plus forte système démo, on était 140 dedans. À la cible 2000 utilisateurs gestionnaires de la partie travailleurs indépendants, mais on en a 3000 de plus en consultation sur le nouveau système, c'est 5000 personnes. Quelque chose qui donne une notion de taille, 35 500 items de backlog à vendredi dernier. On a le record dans le Jira sur lequel il est hébergé, le projet, où il y a à peu près 500 projets, c'est le record. Alors, il faut savoir qu'on gère tout dans l'instance, y compris les tests via X-Ray, etc., mais 35 500 items de backlog. Pour donner, Marie en a parlé tout à l'heure, le nombre de dossiers à basculer lors de la mise en prod finale, 8,8 millions, donc c'est le plus gros contingent d'entreprises gérées par l'URSSAF. C'est ce qui était montré tout à l'heure. Les travailleurs indépendants, c'est le plus gros nombre d'entreprises. Alors là, rapidement, pourquoi on avait choisi SAFE à l'époque? Parce que je ne l'ai pas forcément dit, mais je pense que ça se traduit. Je veux dire là, on n'est pas du tout dans une transfo SAFE top-down, transformation d'entreprise. On est sur une expérimentation. On est dans un contexte au moment, donc en 2020, on va dire là, à ce moment-là, où on se dit comment on va mener à bien ce projet-là, dans un contexte où on a d'abord une refonte applicative. Historiquement, c'est une refonte applicative. Le sujet, c'est on a un très gros legacy, il faut refondre les briques principales du système d'information, dont l'AGA, mais il y en a d'autres. Donc on sait qu'on a une refonte applicative à faire, c'est nécessaire. À ce moment-là, ça cherche franchement son public. C'est-à-dire que c'est un projet qui a déjà échoué, qui a déjà été lancé en ISO fonctionnel, qui n'a jamais déjà pas réussi, qui a été arrêté parce que trop cher au regard de la valeur que ça allait délivrer, quoi. Donc il faut faire ce truc, mais on ne sait pas trop qui en a envie, quoi, à part la DSI. On est à peu près à ce moment-là. On est aussi dans un contexte où on a des opportunités récentes. Ce que j'ai dit dans les enjeux métiers, qu'on a réussi à s'accrocher à ça, c'est-à-dire qu'on a quand même un enjeu métier qui est que le RSI disparaît et le RSI avec son SI, ses process métiers, il faut fusionner tout ça. Donc, et on est au milieu, la gestion administrative est au milieu de cet enjeu-là métier, donc on arrive à se raccrocher à cette opportunité. Et on est aussi dans un moment où l'URSSAF a recruté. Et dans les gens qui ont été recrutés, il y a quand même un certain nombre de profils avec des expériences d'agilistes, etc. Donc il y a une appétence, enfin il y a une ouverture sur ce sujet-là qui n'était pas forcément... il y avait déjà une fonction de coach qui commençait à émerger chez nous, mais pas forcément beaucoup de gens qui avaient de l'expérience dans ce sujet-là. On a ce qu'on vient de dire, c'est qu'on a cette complexité d'intrication complète, enfin de choses très imbriquées entre le legacy et notre solution, et il faut trouver des moyens de faire quelque chose qui va nous permettre de faire notamment, c'était un des gros sujets qu'on avait, de la recette incrémentale parce que on n'a pas les moyens de se payer une recette finale sur un gros projet cycle en V. Donc il faut trouver des moyens de faire quelque chose qui va nous découper, où on va être capable de découper et d'intégrer et de faire du processus de bout en bout en termes de recettes très régulièrement, et donc de faire ça en plusieurs morceaux et dans le temps.
Et puis on a l'objectif de mettre en place une solution technologique nouvelle et innovante pour l'URSSAF, ce qui veut dire qu'on va en parler, on va faire quand même pas mal d'allers-retours sur cette solution technologique. Il faut qu'on ait un cadre de travail qui va nous permettre d'embarquer ça en plus du reste, en plus du métier dans notre cadre de travail. Donc au moment où on décide de partir sur du SAFE, c'est un choix projet, c'est un choix qu'on fait en fait au niveau de la direction de projet et puis qu'on fait valider par nos managers, sachant que du coup le projet va être à la fois, il va avoir comme objectif à la fois de livrer ce qui est censé livrer, mais dans les faits il va se transformer autour de lui, parce que notre écosystème n'étant pas du tout dans cette transfo-là, il faut aussi qu'on gère l'impact de cette transfo qu'on embarque en fait les acteurs dont on a besoin dans le train. Donc l'implémentation qu'on a fait du framework, donc c'était la version 5.1. On n'est pas passé en 6 parce que voilà, ça nous a déjà pris un certain temps d'acculturer notamment nos métiers aux terminologies de la 5.1. Il y en a pas mal qui ont changé en 6, donc on est resté, perturber personne. Dans le train, on a eu jusqu'à 8 équipes en parallèle, des équipes de build des nouveaux produits en mode purement agile. Mais aussi, on l'a vu par rapport au stream qui était présenté dans le slide d'avant, on fait de la migration de données, on fait des décommissionnements du legacy qui sont plutôt dans un mode TMA. Donc on a des équipes, on le verra sur la planche d'après, qui sont dans des modèles de delivery totalement disparates et qu'on a réussi à coordonner dans le train grâce au cadencement de SAFE. Et puis on a de la transversalité, une system team classiquement dans le SAFE. Une équipe de support pour la première version qui est partie en prod, c'est la support team aussi assez classique, et une équipe, alors ça on va le voir parce que le process n'est malheureusement pas DevOps de bout en bout, donc en aval et avant la mise en production on repasse dans une logique intégration, validation nationale, pré-production, production. Donc on a une équipe de recevabilité qui elle fonctionne par recettes incrémentales qui ont un incrément de décalage par rapport au build. Et après, ça c'est dans le train. Autour du train, on a un certain nombre, vous avez vu le nombre de dépendances, donc on a des équipes transverses et des MOE fournisseurs de tous les sujets et tous les produits qui viennent en adhérence avec le nôtre. Et on a surtout, on va y venir, une tribu qui va gérer toute la démarche d'architecture continue autour du projet, voilà, qui se réunit périodiquement. Et qui traite l'architecture émergente et les ADR, si je raccroche à la présentation faite tout à l'heure. En illustration de ce que je disais, donc on a un train avec dessous des choses qui sont du pur Scrum sur la construction du nouveau produit. Mais on a du cycle en V, notamment sur tout ce qui est adaptation, décommissionnement du legacy. Donc ça, c'est du legacy COBOL en cycle en V. Et sur la migration de données, c'est des runs itératifs. Ça ressemble plutôt à de la gestion de flux de travail type Kanban. C'est-à-dire on a des évolutions ou des adaptations de règles de migration métier qui rentrent et on les dépile par itération. Et donc on a cadencé tout ça au niveau de l'incrément en dévoyant un peu la logique safe quand même, mais en utilisant le sprint IP pour faire un assemblage d'ensemble et une intégration, une qualification pour arriver à poser des releases toutes les 12 semaines où un incrément il est intégré, qualifié de bout en bout avec les nouveaux produits, les interfaces et l'adaptation de l'existant, les décommissionnements de traitement et ça tourne sur des données migrées qualifiées. Donc l'idée c'est que l'incrément soit, même s'il ne va pas en prod en soi, il soit autoporteur en termes de périmètre applicatif, données, processus et intégration dans le legacy. L'architecture continue, on a aussi une démarche, beaucoup de choses qui peuvent se raccrocher à la présentation de tout à l'heure. On est en DDD, on est en event driven même, puisqu'on a de l'événementiel. Et donc on a une démarche qui s'appelle au niveau de l'URSSAF protéine d'architecture continue qui va traiter tout le tract de l'architectural runaway safe et la démarche d'amélioration continue, de l'architecture intentionnelle qui est le cadre et l'objectif des débuts, à l'architecture émergente en passant par une étape qu'on appelle architecture solution
qui est en fait l'architecture telle qu'elle est définie à T0 pour lancer les développements. Ça va être la base qui est validée par nos commissions d'architecture technique qui permet de lancer les développements. Après, évidemment, on a toute la logique d'architecture émergente, les objectifs de tout ça. Classiquement, il y en a 3. Le premier, c'est traiter les besoins et exigences non fonctionnelles au plus tôt, intégrer dès l'amont tout ce qui va être exigence d'exploitabilité, performance, sécurité, ENCO. Faire collaborer les différentes équipes. On a vraiment une tribu pluridisciplinaire qui intègre toutes les composantes de l'architecture d'entreprise jusqu'aux exploitants qui se réunissent dès le démarrage du projet. Et évidemment, avoir une architecture juste à temps, s'adapter aux aléas, aux évolutions de socle technique, aux caprices des éditeurs, aux arrêts de support, etc. etc. Et dans le troisième axe qu'on voulait partager, c'était le sujet du pilotage du périmètre, parce que la contrainte que j'ai eue pour lancer ce programme, en tout cas c'est une contrainte qu'on avait côté URSAF parce que c'était partie de notre culture, c'est qu'il fallait que le projet soit... on est dans une logique projet et pas produit, donc là, parce qu'on l'a dit, on est parti là-dessus, mais qu'il soit avec un engagement forfaitaire avec Sopra. Donc on a eu besoin de mettre en place une logique de pilotage de périmètre qui nous permette d'être cohérent, de gérer tout ça. Donc on a en fait 3 niveaux de pilotage du périmètre. On a un niveau opérationnel. Les équipes agiles, elles travaillent sur leur backlog, elles travaillent en story points, elles ont des logiques de troc avec leur product owner et elles travaillent à la maille de leur incrément. Donc on cadre les PI planning au niveau des incréments et elles travaillent en proximité et en priorisation fine avec leur product owner au niveau de l'incrément. On a un niveau de gestion du périmètre qu'on traite avec la maîtrise d'ouvrage qui travaille avec nous, son métier, côté product manager, où là, pour être capable d'avoir une capacité de pilotage de ce périmètre avec des enveloppes qui étaient finalement des enveloppes figées mais qui n'étaient pas capacitaires, puisque c'était la contrainte que j'avais, qui était qu'il fallait que je puisse avoir un pilotage budgétaire et de périmètre qui ne soit pas purement capacitaire. On a, on a défini une jauge avec nos métiers qui nous permet de dire globalement on va en faire pour tel poids de fonction métier. Et on a eu des logiques de troc. Alors là, elle a apporté de la version plus de l'incrément pour dire comment on priorise le backlog de la version. Et du coup, on est parti sur des échelles de type point de fonction parce que ça nous permettait de sortir de la logique jour-homme, capacitaire, etc. Et puis après, en interne MOE, dans le pilotage de notre fournisseur, on gère évidemment le niveau contractuel et la question des engagements réciproques qu'on peut avoir avec notre fournisseur ici présent. Alors comment tout ça a fonctionné ou moins bien fonctionné? Donc, du coup, on va faire le REC sur les 3 axes, la gestion des dépendances, le pilotage et l'architecture. En termes de gestion des dépendances, on a vraiment utilisé ce qu'on a dit tout à l'heure, le cadre SAFE, comme un catalyseur qui nous a permis de cadencer et de gérer les dépendances et l'alignement entre les modèles de delivery et d'architecture hétérogènes. C'était un objectif, et je considère que c'est un objectif sur lequel vraiment on a pu atteindre nos objectifs, en tout cas, avec des rituels, en particulier de PI planning, sur lesquels on est monté en puissance au fur et à mesure en termes d'implication des équipes, d'ailleurs notamment les équipes contributrices, mais on a vraiment vu la puissance de ce rituel-là pour permettre l'alignement des différentes équipes, à la fois celles qui sont dans le train, y compris celles qui ne sont pas à 100% dans le train ou qui sont simplement contributrices, puisqu'on a quand même réussi à pouvoir les impliquer et avoir des objectifs, un alignement sur les objectifs de fin d'incrément, y compris avec les gens qui ne sont pas dans le train. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, et je crois que Jean-Baptiste tu l'as dit aussi, ce qui était un réel c'était un facteur de succès pour nous. En tout cas, si on n'avait pas été capable de le faire, je pense que c'était un facteur d'échec, donc c'est un facteur de succès. C'est d'avoir une capacité à intégrer régulièrement et à tester en recette avec les utilisateurs régulièrement, de bout en bout, parce que c'était la condition pour être capable de tester, en fait, si on ne faisait pas régulièrement. Et donc, sortir de la logique de strat et de bouchonnage et avoir vraiment quelque chose sur lequel on puisse être incrémental en termes de recettes. Et ça, le cadre d'alignement et le travail en fait, sur les features de bout en bout
et l'alignement qui a permis de faire SAFE nous a permis d'avoir cet objectif-là. Alors, des choses qui ont un peu moins bien marché, donc on a parlé d'équipes hors train, de transverse. Donc on a des MOE contributrices au programme qui fournissent des composants transverses, mais qui ne fournissent pas qu'à nous, qui fournissent des composants transverses à l'ensemble du SI, qui sont intégrés avec l'ensemble du SI. Donc c'est très difficile en les maintenant hors train de cadencer leur logique de delivery et ces dépendances-là avec les jalons du train. Donc les priorisations parfois elles sont un peu orthogonales et ça a pu nous poser des soucis. Deuxième point, j'ai déjà un peu évoqué, en fin d'incrément, on rentre sur une logique qui n'est plus réellement DevOps et on a connu voilà, de manière transparente des difficultés à la fois côté fournisseur sur le sprint IP qu'on utilise comme sprint d'intégration et de qualification globale de l'incrément, où on a connu des difficultés à boucler à chaque fois dans les 3 semaines dans la timebox impartie, hein, toujours quelques difficultés à rentrer, en général 2, 3 jours, 4 jours de plus pour délivrer, jamais beaucoup plus, mais ce problème-là. Et puis on rentre en butée après ça, une fois qu'on a fini notre cycle incrémental, sur un processus aval qui est non DevOps, et où là on passe dans un effet tunnel qui va passer toutes les gateways d'intégration jusqu'à la validation nationale, la pré-production et la mise en production, et qui fait un peu perdre la dynamique qu'on avait au niveau du train. Et ensuite, on trouve que dans un petit défaut de SAFE, qui est la gestion de la transversalité, elle est un peu incantatoire parfois par rapport aux problématiques énoncées, par rapport aussi au sujet de répondre parfois à des logiques d'alignement en rajoutant des rôles. On en a parlé ce matin, si je ne dis pas de bêtises. L'empilement des product owners, product managers, machin, et l'architecture séparée et RTE, voilà. Ça, on a essayé d'y répondre, nous, en mettant plutôt un panachage de transversalité avec des choses un peu inspirées de Spotify pour gérer de manière transverse, mais en fait, ça reste toujours un peu compliqué à gérer avec SAFE. Alors, si je viens sur l'architecture continue, les forces du processus, hein, c'est clairement, je l'ai évoqué, on embarque dès le début tous les acteurs dans un processus itératif avec de l'amélioration continue, alors que historiquement, ce processus était, on passait par des commissions, des documents, des validations formelles qui étaient assez longs. Il y avait beaucoup d'allers-retours avant d'être capable d'engager un projet sur une base d'architecture solide. Donc ça nous permet de... Voilà, et ça, pour ce qui nous concerne, on était de l'approche protéine, le programme était un des premiers utilisateurs au sein de la DSI de l'URSSAF, et ça tourne toujours à aujourd'hui, et ça fait vraiment le taf, on a vraiment embarqué tout le monde. L'architecture juste à temps, j'en ai parlé tout à l'heure dans les objectifs, hein, donc là pour le coup on s'est adapté et on s'adapte encore, donc là pour le coup ça a vraiment rendu le service attendu ça a été l'opportunité, ça m'embarquait dans cette démarche, de prendre en compte en simultané beaucoup d'évolutions techniques que Marie a cité tout à l'heure, qui n'auraient pas forcément pu être prises dans une autre démarche, hein, puisqu'on a introduit d'un coup pas mal de révolutions dans le SI, l'événementiel, les microservices, les BPMN, etc. Et donc là, pour le coup, on est plutôt satisfait. Alors, en termes de difficultés, ça va rejoindre une question que j'ai posée tout à l'heure sur la capacité à mesurer les moyens, et notamment le refactoring et le fait d'être en capacité d'avoir finalement de s'autoriser à faire des choses temporairement en attendant que ça évolue. Parce que clairement, alors il y a eu deux sujets. Bon, le premier, c'est ce que j'appelais l'effet brainstorming permanent, parce que effectivement les communautés d'architectes, quand elles restent toutes les 15 jours avec plein de sujets et de choses qui sortent, etc., elles ont envie de tout faire. Donc il y a un petit... je ne sais pas comment les autres régulent, et ça m'intéressera s'il y a des règles là-dessus, pour savoir à partir de quand on arrête de... qu'est-ce qu'on prend et qu'est-ce qu'on ne prend pas dans tout le champ des possibles, et comment on priorise. Donc on a eu cet effet-là. En plus, avec cette appétence de se dire on peut réfléchir ensemble, on peut travailler sur les trucs, on n'est pas obligé de faire 150 commissions, si on se met d'accord, après la commission sera plus simple, etc. Mais par contre, le deuxième point, c'est ce que j'essaie de dire là, c'est que
nous, au niveau du cadrage du programme, on n'avait pas mesuré forcément l'impact de... Enfin, on était quand même dans cette culture où il fallait définir une architecture et puis après, bon, il fallait faire un choix et puis il fallait s'y tenir. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des montées de version? On a des projets qui font 4 ans, ben forcément, il y a un moment où il va falloir changer la version de Java parce qu'elle est plus compatible avec le machin, qui n'est pas plus compatible avec le Camunda, qui est plus compatible avec le truc. Et ces coûts-là, c'est pas si simple que ça à expliquer à... Ça doit être moi. Non mais alors à expliquer et puis de toute façon à cadrer, enfin à mettre dans son prévisionnel alors nous il est en euros mais contractuel avec Sopra, mais même je pense capacitairement de toute façon c'est pas si évident que ça. Et là ça a été une difficulté parce qu'en plus on délègue très bas la décision. Et donc il faut arriver à pouvoir analyser les impacts de ces évolutions au-delà du fait d'être à l'état de l'art de la technologie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en impact projet? Ça va vouloir dire quoi demain en impact exploitation? Ça va vouloir dire quoi en impact de tout le reste? De décider dans une communauté d'architectes que ça serait bien d'aller vers de la sécurisation, je sais pas quoi, je dis je sais pas quoi parce que je ne veux pas être capable de refaire toute l'histoire, ou une couche d'intermédiation de tel type plutôt que de tel type parce que on l'a poké et c'est vachement plus performant, sécurisé, modulable, etc., etc. Donc là, je pense qu'en termes de maturité, on n'a pas atteint encore la maturité sur ce sujet-là, de la capacité de savoir finalement comment on régule ou comment on s'autorise un certain niveau d'expansion technique et à partir de et comment on priorise ça et comment on joue sur les besoins métiers. Il faut jouer sur ce sujet-là. À part juste de dire que vous n'avez plus le droit de rien faire parce que là, il n'y a plus d'argent. Et puis bon, ce qu'on a vécu, le corollaire, c'est qu'on est parti sur des choses où les socles chez nous n'étaient pas matures. Donc on a dit, on a fait de l'architecture émergente, de l'architecture de Renault, etc. Donc en fait, on a contribué à l'enrichissement des socles, mais ce faisant, et ben, du coup, les socles, à un moment, ils nous ont dit, ah, ben, vous n'êtes pas faire la version du socle, puisque c'est forcément, ils n'étaient pas prêts quand on en l'a fait. Et donc on a eu cet effet aussi de rework, non seulement sur les choix technologiques à un moment ou à un autre, et puis sur le fait que derrière les choix technologiques, il faut qu'ils s'appliquent à l'ensemble du système d'information. Donc on a des logiques de socle qui se mettent en place et il faut rattraper ou pas et choisir de se remettre dans le cadre qui était pas mature au moment où on est arrivé, quoi. Voilà. Donc on a eu quand même un peu pas mal de sujets et qui sont pas si simples que ça en termes de pilotage, de management, de direction de projet, d'appréhender et de gérer quand on n'est pas soi-même un architecte ou une architecte. Bon, le dernier, donc comme Marie m'a mis en termes de pilote des cordons de la bourse, faut que je fasse la partie pilotage. Non, il serait trop modeste pour être capable de le dire, mais je pense que dans les forces et les difficultés rencontrées, le centre, c'est que sur ces nombreuses années, vous avez vu que c'est un programme qui est resté longtemps, donc qui existe depuis longtemps. Mais je pense qu'une des raisons pourquoi il est sorti, c'est parce que Marie et Jean-Baptiste ont toujours travaillé ensemble, y compris lorsqu'il y a eu des tensions. Qui ont eu des tensions sur la partie contractuelle, qui a des tensions sur les qualités de delivery, même s'il y a eu très peu de problèmes sur la partie de qualité de delivery. Mais je pense que ce qui est important, c'est la continuité des acteurs et des équipes sur une longue période et le fait que les acteurs s'apprécient à travailler ensemble et essaient de défricher un travail en commun. Voilà. S'il n'y avait pas eu les bonnes personnes, je pense que le programme aurait pu être arrêté quand il y a eu différentes difficultés. Et de par ce qu'il y a les équipes à tous les niveaux, ça a permis quand même d'être capable de continuer sur ce projet-là et on le sortira en janvier, quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix. Après, il y a des forces et les forces et les opportunités. Alors moi, je ne vais pas le faire dans le même métier. On a parlé de la jauge métier et j'en parlais avec certains d'entre vous tout à l'heure en aparté. Pour quelqu'un qui le voit de haut, c'est-à-dire qui voit en gros ce programme via les PI, via des reporting, la méthode est bonne à partir d'un incrément. C'est-à-dire qu'en gros, entre ce qui est fait en début d'incrément et ce qui est fait en sortie d'incrément, ça marche. Le coût et le capacitaire qui est géré sur un incrément, ça marche bien. Pour quelqu'un qui voit ça comme de haut, comme moi, ou comme un directeur général, ou comme un directeur métier, c'est-à-dire il s'en fout un peu de ça. Ce qui lui intéresse, c'est le coût à terminaison. Donc le coût à terminaison, c'est d'être capable que son SI, il arrive à telle date, pour tel prix. Ce n'est pas la capacité de faire sur l'incrément.
Donc là, on a eu quelques petites difficultés parce que quand on commence, au bout d'un moment, on dit il faut rajouter 1, 2, 3, 4 incréments. Chaque fois, vous voyez que c'est des périodes de 3 mois. Aussi bien en alerte calendaire, quand il y a des choses à décommissionner, qu'en alerte budgétaire, ça pose des problèmes. Quelque chose a été mis en place qui marche très très bien, c'est la logique de troc et ce qu'on appelle le comité de jauge avec les métiers. C'est-à-dire qu'avec les métiers, on a toutes les fonctionnalités qui sont cotées, à combien est-ce qu'elles coûtent. Alors nous, l'unité, c'est pas le story point, c'est le point de fonction, mais elles sont cotées et il y a un système d'échange. Ah, vous voulez rajouter ça? Ah, on n'avait pas vu ça en termes de complexité. Bon, ben ok, mais vous enlevez autre chose dans le planning. Donc ça, la logique de troc a vraiment bien fonctionné. On a eu aussi quelque chose au niveau de la méthode et du projet. Ça nous a permis de mettre en place, je dirais, de tester des choses et de vérifier au niveau de la communauté si ça fonctionne bien. On a eu l'incrément de contingence, toujours pareil, engagement de délai. Normalement, vous allez me dire, en agile, on tient toujours le délai. C'est la discussion que je parlais avec des coachs. Oui, mais non. Parce qu'en fin de compte, les métiers ils disent, ok, mais là vous arrivez, mais je ne peux pas le mettre en prod, je ne peux pas l'activer, il me manque ça, il me manque ça, il me manque ça. Donc on a quand même des vraies difficultés. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque fois, on avait un incrément de marge. On s'est engagé vis-à-vis de la direction générale en ayant un incrément de marge en capacitaire et en délai. Ça permet de sécuriser une roadmap. Ça permet donc de laisser du temps aux équipes de travailler et de faire du troc avec du plus-moins. Donc elles sont autonomes sur cette partie-là, mais on a une date vis-à-vis de la direction générale qui est annoncée, sur lesquelles on tient, sur lesquelles on est capable de mesurer notre marge. Deuxième point qui avait été moins bien parlé, sur le projet, il y avait ce qu'on appelle une phase d'élaboration démarrage, c'est-à-dire que toutes les fonctionnalités avaient été cotées. On n'avait pas forcément intégré une incertitude de chiffrage. C'est-à-dire, est-ce que tout le monde est d'accord sur ce chiffrage-là? Est-ce qu'on a un risque que ça soit un petit peu plus ou ainsi? Donc maintenant, on a mis un pourcentage. Tout le monde est sûr. Ben, on prend une marge à 5%. Ah ben là, ce sujet, ouais, on n'est pas sûr. Ça dépend de l'assurance familiale, par exemple. On met une marge de 50 ou de 100% sur ces sujets. Donc ça a été la gestion de l'incertitude. C'est quelque chose qu'on a refait à côté. Bon, là, ça c'était une base, mais c'est bon safe comme on peut l'avoir dans d'autres méthodes. C'est ce que Marie a présenté tout à l'heure. On laisse les équipes en autonomie. C'est du capacitaire en grande partie. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas de l'argent public, mais ça veut dire que tout ce qui est sujet contractuel ou financier ne doit pas empêcher les gens de travailler, mais doit être traité à un autre niveau. Donc on leur enlève tous les sujets commercial, tous les sujets contractuels. Et dans la relation qu'on a eue avec Sopra, il n'y avait pas de machine à avenant, même si on a eu à un moment des vraies discussions difficiles sur ces parties-là, mais qui ont été faites en petit comité et qui n'ont pas été faites sur les jusqu'à 140 personnes qui disaient en termes d'incrément. Donc la machine ne s'est jamais arrêtée. Elle aurait pu s'arrêter, mais ça, c'est une des bonnes méthodes qu'on a utilisées. Bon, alors là, je vous en ai parlé avec la partie d'incertitude. On a eu une élaboration d'entrée qui était, à mon avis, insuffisante pour être capable de s'engager sur un programme aussi long. Ce qui se comprenait, hein, c'est que c'est pas facile de savoir qu'est-ce qui va arriver au bout de 5 ans maintenant. Je crois quasiment entre le démarrage, quasiment 5 ans en termes de projet. Donc on avait des incertitudes et on a eu un problème sur la phase d'élaboration. Et aussi une autre discussion que j'ai essayé de voir, c'était les features. Moi j'appelle ça le coût de fabrication de la feature, mais c'est-à-dire que si une feature n'est pas terminée sur un incrément, le fait de la découper sur plusieurs incréments, elle va coûter beaucoup plus cher que si on l'avait fait en une seule fois. Voilà. Donc ça, il a fallu aussi qu'on le mette en cause. Alors la notion de product manager, je crois qu'à un moment on avait écrit le sacerdoce, quasiment, donc c'était pas écrit comme ça, mais je pense qu'on est dans une culture projet, on n'est pas encore du tout dans une culture produit, les métiers ne sont pas habitués. Et donc cette notion, par exemple, il n'y avait pas de product manager, c'est des proxy product managers quasiment sur ces parties-là. Donc on a eu des vraies questions sur le product management. Et le deuxième point, ça a été alors une ABAC stable, on dit dans le temps, pour être capable de prévoir nos coûts. Alors ça, c'est pas facile sur les méthodes agiles. On sait que sur un incrément, on embarque à peu près une telle capacité à faire. Et on avait ce qu'on appelle un indicateur qui était l'indicateur contractuel, niveau contractuel, qui était le coût de fabrication. Donc chez nous, c'était un point de fonction, ça vaut combien de jours hommes sur cette partie-là. Et bien on s'est aperçu, et alors là Jean-Baptiste c'est un spécialiste, parce qu'il les suivait à chaque incrément. On a été obligé d'expliquer, parce que c'est quand même une variable, on achète à la fin des jours hommes, hein, c'est quand même une variable importante que ce coût évoluait. Et on a eu du mal à modéliser ce chiffre-là à côté. Il évolue si par exemple on a une équipe de plus,
C'est par exemple un exemple, si on a plus on a d'équipes, plus il évolue. Il évolue pour plein de raisons et la maîtrise, ou plutôt on va dire la variabilité de ce coût de fabrication, on a eu du mal à l'embarquer dès le démarrage. Bon, alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, nous on a testé Safe, on est en train de lancer au niveau de la DSI de l'URSSAF une transformation. On est donc en train d'utiliser, de capitaliser sur les retours qu'on a eu sur une démarche de type Safe, sur les difficultés qu'on a eues, sur le niveau d'acculturation qui ont été nécessaires, sachant qu'on a quand même un cœur legacy qui est très important. Et que on va essayer de tendre vers un mode produit. Alors je mets tendre vers un mode produit ou un mode plus flexible pour des choses que vous avez, je dirais, l'habitude de voir dans d'autres organisations ou chez d'autres clients. Là, je voyais des clients que vous avez cet après-midi qui sont. L'objectif, c'est toujours maximiser la valeur produite et réduire ce que j'appelle le TTM, donc réduire les cycles en termes de développement. Donc ça, on va essayer de travailler pour essayer d'améliorer ça. Mais il n'y a pas une seule conférence où on ne parle pas du délai de projet. Par contre, quand on fait le bilan, il y en a très peu qui disent on a vraiment des projets qui arrivent plus vite en production. J'en ai pas vu, là j'en ai fait 3. Chaque fois, ça s'améliore, mais c'est pas encore en termes d'atteinte. Le deuxième, je vois que j'avais utilisé le bon terme qu'ils avaient utilisé. On ne parle pas de productivité, on parle d'efficience. Donc en gros, c'est que les projets coûtent moins cher. Je vais faire très simple. À l'époque, on disait la frugalité, mais on a besoin d'optimiser l'efficience de la fonction informatique. Maîtriser la dette technique, donc là on a introduit pas mal de nouveautés technologiques qui contribuent à la dette technique. C'est-à-dire que si moi j'avais un bilan, c'est-à-dire que dans mes stacks Java, il faut quand même que je les monte, dans les montées de mes BPMN, il faut quand même que je les monte. Les cycles de montée de version sont peut-être plus importants que des choses de type COBOL qui arrivent, qui évoluent moins rapidement. Donc c'est-à-dire que la gestion de la dette technique au niveau du patrimoine applicatif créé est important. Et donc ça doit être pris en compte, y compris qu'on a une phase d'élaboration. Marie indiquait les socles. Une des difficultés qu'on a eu avec des socles, c'est qu'on avait des socles qui évoluaient moins vite que ce que nous on avait besoin sur d'autres briques de notre côté. Donc on a été quasiment à certains endroits obligé de sortir du socle pour avoir un coup d'avance par rapport à la façon de le travailler. Et le dernier, moi c'est l'endroit où je suis le plus fier sur ce programme, c'est que j'ai l'impression que, c'est pas une impression, j'ai même la certitude que c'est en termes d'expérimentation, ça permet de redonner la main ou l'envie aux collaborateurs de travailler sur des projets informatiques. C'est-à-dire qu'il y a normalement plus d'autonomie. Je n'ai pas dit qu'ils avaient le droit de tout faire ou ainsi de suite, mais il y a plus d'autonomie de par les cérémoniales agiles qui sont mis en place. Et les personnes qui ont travaillé sur ce projet sont plus contents d'aller au travail le matin, ce qui est quand même important pour une fonction de management. Je crois que c'était le dernier slide, si je ne me trompe pas. Et ben voilà. Merci de votre attention. Je sais pas s'il reste du temps pour les questions, mais... On a encore 10 minutes. On a été rapide, on a été bon. Très bien. Parfait. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Du coup, je vais peut-être commencer alors si ça ne vous dérange pas. Moi, c'était par rapport justement à ce que vous disiez avec tous les systèmes d'architecture hétérogènes en termes de qualité de données entrantes. Est-ce que vous avez constaté une amélioration? Est-ce qu'il y a eu des... Parce que j'imagine qu'une des difficultés justement, c'est d'avoir par rapport à toutes ces dépendances, l'historique et les données exactes, ou en tout cas précises, pour pouvoir être efficace. Est-ce que vous avez constaté une amélioration au fil des incréments ou Alors, je ne suis pas sûre d'avoir compris la question. Sur la qualité des données, mais on a un chantier de fiabilisation en fait. Ah oui, d'accord. La donnée d'origine, elle est... C'était ça que je voulais Elle dire. est potentiellement moyennement fiable, doublonnée, parce qu'on en rapatrie du système RSI aussi. Hein. On fusionne aussi deux systèmes dans le programme, il est encore plus ambitieux que ce qui est décrit là. Et donc il y a de l'appariement, du dédoublement, de la fiabilisation sur un état des lieux initial que Marie connaît mieux que moi, mais où il y avait du travail. Après, est-ce qu'on a des stades d'amélioration de la qualité de la donnée en sortie En fait, on alimente. Alors, on a fait une première version de spec de migration avec une première version de traitement de reprise, quoi.
Et puis après, on a basculé, après cette première version, dans le cycle qu'a décrit Jean-Baptiste en disant qu'on faisait plutôt du Kanban. Donc on a fait une grosse version de migration de données, et ensuite on itère chaque incrément en migrant les données, en mettant les données migrées en fait sur les environnements de test, hein, globalement, et en traitant tout ce qui est rejet de migration comme étant soit des inputs sur les évolutions du traitement de reprise de données, soit des inputs pour les métiers pour faire de la FIAB. Il y a aussi un gros chantier de FIAB dans les organismes pour traiter, donc voilà, comme ça fait 15 incréments qu'on y est là, que la migration elle est sortie je ne sais plus quand, mais finalement le chantier de reprise et de fiabilisation, ouais. Sur la sur TI, ouais. fin du 7. Fin du 7, merci. Le chantier de fiabilisation, bon, il a été appris avec plus ou moins d'enthousiasme en fonction des organismes et puis en fonction de la charge de travail, mais dans les faits, si on continue, plus on continue et moins on aura de rejet de migration. Ça reste vertueux. Il y aura toujours des... Après, on a des outils aussi du coup, qu'on a développés pour être capable de traiter tous les dossiers qui seront restés en carafe, hein, quelque part, post-migration. Ça répond à la question? Oui, tout à fait. Normalement, en principe, on a un taux de fiabilisation et d'appariement aussi, dont on retrouve nos sources dans la cible qui est de mieux en mieux. Ouais. Aujourd'hui, de ma vision, il y a 8 800 000 dossiers, il nous reste 4 ou 5 tickets en backlog côté migration à traiter. Voilà. Après, on peut encore, dans les bascules à blanc, trouver des cas de figure qu'on n'a pas eu dans l'échantillonnage et qui vont nous faire... Mais bon, normalement c'est la démarche est vertueuse. Une question. Une petite question, oui. Vous avez parlé de manque de maturité au début du projet. Vous êtes parti sans avoir tout en tête sur un projet qui durait 5 ans. Ma question, c'est déjà combien de temps ça vous a pris avant de maturer, enfin, de travailler sur cette marque de 5 ans? Et si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez? Alors, je pense que c'est l'intervention de Jean, du coup. En fait, on a fait donc, le projet de rénovation du système d'information, parce que c'est vieux, c'est du COBOL, il faut faire quelque chose. Il avait démarré, je ne sais plus, j'étais pas là, moi, je suis arrivée en 2017 à l'URSSAF, donc c'était avant. Et il avait été arrêté parce que il n'y avait pas de valeur métier. Donc quand est arrivé le sujet du RSI, de la suppression du RSI, ce qu'on a essayé ce que je dis rapidement, c'est que sur la population des travailleurs indépendants, alors là on va rentrer dans 2 minutes dans le truc de la Sécu, les travailleurs indépendants avaient leur régime RSI spécial, là, des indépendants, des interlocuteurs qui étaient leurs interlocuteurs à eux pour tout ce qui était mis en place de la Sécu, etc. Et c'était l'URSSAF qui collectait au final. Donc il y avait un processus métier qui se déroulait entre le RSI et l'URSSAF, sachant que l'interlocuteur de l'indépendance c'était le RSI, mais qu'il y avait aussi toute une fin de process et puis de collecte qui était côté URSSAF. Donc je vais arriver à votre question, hein, mais du coup ce sujet de process métier, il a bien fallu le traiter parce qu'on a été obligé de repartir de là. Et on l'a traité avec les métiers, mais en fait c'est la maîtrise d'œuvre, enfin finalement c'est les consultants, on a fait de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur ces sujets. Donc on a eu une phase qu'on a appelée conception générale, où le sujet ça a été de reballer rapidement, donc on a fait des process avec des post-it, des personas, des trucs, pour essayer de redire globalement avec des utilisateurs finaux pour dire demain si vos deux métiers se fusionnent, ça va devenir quoi la gestion d'un flux administratif. Ça a pris... avec les itérations, un peu plus d'un an. Un peu plus d'un an. Mai 2018 et juillet 2019. Et de cette conception générale, c'est sorti en gros une espèce de dossier de spec, de cadrage avec des processus, une architecture macro, une première version de plan projet qui nous a amené, on était hyper ambitieux, il fallait faire... Il ne devait pas durer 5 ans. Voilà. Et donc ça a duré cette année-là, parce que après il y a eu une phase où on a fait une procédure pour rien d'appel d'offres, etc., etc. Bon voilà, donc ça on oublie, parce qu'on a perdu notre temps tous, je pense à ce moment-là. Et puis après on a refait, quand on a lancé sur chacune des deux versions, on a relancé une phase d'élaboration où on a repris notre cadrage général pendant 6 mois à peu près par version. Et on est redescendu pour être capable de sortir des épiques et des features, un backlog plus détaillé que le macro process. Et c'est sur cette phase-là de 6 mois que
finalement, notre maille de feature était trop grosse pour nous rendre compte que du découpage qui allait être requis par l'implémentation et du coup du fait qu'il allait falloir itérer. Et on avait une maille un peu trop grosse et donc on a fait des pré-chiffrages à l'époque sans forcément avoir une bonne vision de la marge de sécurité. Et puis en plus, quand on arrivait à des chiffres qui étaient beaucoup trop gros pour les gens qui nous écoutaient, on n'avait pas forcément envie de leur dire qu'il fallait rajouter 50% de marge par-dessus. On n'avait pas étalonné du tout le dispositif on de n'avait pas production, étalonné, qui, en et puis de toute plus, façon on a est commencé, on a fait un passé de 8 sprint. équipes en quelques On a fait un trimestres. sprint zéro, hein. Enfin on a fait un incrément zéro pour commencer à calibrer des trucs avec une seule équipe, faire un premier PI. On a été accompagné sur le premier PI pour savoir comment on faisait un PI. Enfin on est parti de zéro, hein, donc voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je suis pas sûre. Oui, votre tête. ça répond. Mais je me pose la question comme on est en agile, c'est vrai que ces périodes-là, on essaye de tout planifier, on essaye justement de les minimiser et d'apprendre en marchant. Et là, la problématique, en fait, c'est que le raffinage, enfin la gestion du backlog, avec construire son backlog, sa vision d'atterrissage, avec une organisation où personne n'est agile, côté métier, où on est en train de construire quelque chose, en fait, après, aujourd'hui, on est plus capable de, quelque part, on serait plus capable aujourd'hui de faire quelque chose en continu sur ces aspects-là. À l'époque où on a démarré... Oui, mais on est vraiment, la granularité, c'est un vrai sujet. À partir du moment où on a compris ça, on s'est dit qu'il fallait qu'on investisse sur l'amont, les hypothèses et la taille des features, on a commencé à devenir prédictible. Bon, on avait 10 incréments Oui, bah après on est dans une phase... On a été, mais oui, effectivement, mais après, dans un contexte réglementaire tel que celui de l'URSSAF, moi, j'y crois pas au caractère incantatoire, là aussi, de Safe, où on démarre les itérations et c'est magique l'affinage. Alors déjà, forcément dual tracking d'affinage, avec le maximum d'avance possible, sinon on ne sait pas garantir, même sur un incrément, ce que disait Jérôme. Et moi, je suis un peu plus fan de ce que préconise un framework comme le DAD sur les phases amont, qui a toute une logique en plus d'artefacts de conception pour permettre d'alimenter la machine au début. Moi, je trouve là pour le coup Safe sur la... Dès qu'on a un contexte réglementaire très important avec beaucoup de règles métiers comme l'URSSAF, ça marche pas. À T0, on commence à faire des PI et voilà, l'affinage se fait en marchant. C'est insuffisant. Enfin, c'est mon avis. Après, Une autre question. Vous recommencez demain un gros programme comme ça. Vous, Jérôme, Marie, Jean-Baptiste, c'est quoi vos premières actions à sécuriser là, les plus importantes? Moi je dirais qu'il y en a plusieurs. Un gros programme comme ça dans ce type de méthode, hein. Je suppose que c'est ça ta question. Ouais. Alors je ne sais pas si je vais répondre un peu de façon un peu détournée à ta question, mais je dirais que les sujets sur lesquels nous on a eu, a posteriori on a eu des difficultés et on voit bien qu'elles ont pesé, c'est cette question de vision backlog. Cette culture de l'atterrissage à date fixe, enfin de cette espèce de truc où il faut arriver à tout décommissionner à une date fixe avec des règles réglementaires, etc. Donc il y a un sujet de culture quand même chez nous pour ce sujet-là. Et puis ensuite, moi, on est dans une logique de transfo, donc on va voir comment ça se passe, mais on n'a pas, à part par toi, on n'a pas été beaucoup aidé et je pense que pour élargir, enfin, ça aurait été quand même facilitant de trouver plus facilement des solutions parce que plus accompagné par des gens dont c'est le métier en fait. Donc je dénigre pas le travail que ça fait avec nous, mais au regard de l'investissement qu'on était prêt à y mettre, quoi, nous de notre côté. Dans la mesure où on n'était pas dans une logique de transformation et où on a porté en fait par la volonté quelque part de la co-direction de projet, le fait de se dire nous on veut aller vers ça parce qu'on y croit, parce que pour plein de raisons on estime que c'est comme ça qu'on pourra livrer au-delà du fait que ça nous plaisait, hein, mais parce que au regard du contexte, au regard des contraintes, au regard de tout ça, si on ne se met pas dans cette logique-là, on ne sortira jamais rien d'efficace. Et du coup, il y a mis le coude aussi parce que voilà. On n'a pas été, je pense que
voilà, il faut plus d'accompagnement. Alors on s'est formé, hein, on a été formé, mais dans tous les tâtonnements et toutes les petites solutions qu'il faut trouver des problèmes du quotidien, ça a été quand même à la fois enthousiasmant, mais à la fois parfois épuisant, quoi. Je sais pas si ça répond. Donc, mais on a le cas, hein, parce qu'en fait on a un deuxième projet qui aujourd'hui part sur enfin, il y a une transfo qui se fait aussi et où on est dans la même logique, c'est-à-dire de transformation par le projet lui-même et parce qu'on a aussi, en fait, on a le même profil de direction de projet, je pense, que moi, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà expérimenté ce genre de choses et qui a pas mal de convictions là-dessus. Mais c'est vrai que après, une façon de transformer, c'est épuisant quand même, hein, globalement, donc il faut être plat. Et moi, les actions, d'abord avoir les bons people, je pense, et ça a été dit, hein, on va parler peut-être de la direction de projet, mais je veux les équipes URSAF et Soprasteria, c'est en fait ce genre de projet et de plus en logique de transformation, il faut juste avoir, enfin pas juste, mais déjà si tu n'as pas les bonnes personnes, ça ne va pas, donc ça. Et deux, ce serait pas me laisser prendre dans l'injonction de démarrer au plus tôt et passer le temps qu'il faut. Et donc ça revient sur la question de tout à l'heure pour affiner le backlog correctement et se mettre plus de certitude sur ce qu'on avait, parce que ça, effectivement, on l'a traîné jusqu'à tardivement, hein, par des réévaluations, par tous les problèmes qu'a décrit Jérôme. Et après, dans les bons people, on parle que de nous, mais il y a le métier aussi, parce qu'en fait, on a quand même eu aujourd'hui, on a quand même, au niveau du product, quand on dit qu'on a eu un long chemin sur le product management, c'est il y a à la fois la fonction produit, mais aussi de savoir qui dans notre organisation avait les clés pour faire du product management entre à la fois la vision produit métier. On n'avait pas forcément les bons interlocuteurs tout le temps pour avoir une vraie vision. Il y a eu des moments où c'était finalement nos architectes fonctionnels quasiment qui avaient la meilleure vision du produit lui-même. Et puis la dimension moyen qu'il y a dans le product management, parce que quelque part, à un moment, on priorise en fonction et de la valeur et des moyens. Et la notion de moyen, les gens qui pouvaient avoir une vision métier avaient alors aucune capacité de faire du pilotage de moyens. Donc il a fallu faire des alliances entre une espèce de vision solution fonctionnelle métier, une compétence métier mais sans vision, et la dimension des moyens qui était plutôt côté direction de projet finalement. Donc on a fait une espèce d'équipe à trois compétences pour essayer d'incarner le product management. Moi ce que je rajouterais, parce que je vais pas dire, je pense que les personnes c'est le plus important. C'est quand même un projet de vie. Quasiment, parce que là c'est des larmes. On va se marier d'ailleurs avec Jean-Baptiste, on va c'est quand même des larmes. Par contre, s'il y avait quelque chose qui était encore amélioré, mais qui n'est pas dans le règle, parce qu'on y est, c'est pas avoir une chaîne de DevOps jusqu'à la prod. Et d'avoir, je pense, le fait d'impliquer les Ops dans la démarche. C'est-à-dire que je vois sur la première brique qui a très bien marché, les utilisateurs sont très contents d'avoir ces artistes-auteurs, mais par contre, on a mis de l'événementiel, on avait des équipes opérationnelles qui ont l'habitude des batchs, et ben, récupérer des événements qui sont dans la nature, qui ne sont pas complètement terminés, les pousser jusqu'au bout, c'est pas pareil, c'est pas le même type de métier, il y a des niveaux de formation, il y a des niveaux d'outils qui en ont besoin. Donc je pense que prendre la culture Ops jusqu'au bout, et c'est pas qu'un sujet dev, c'est-à-dire que là maintenant on a une vraie problématique Ops, ça je pense qu'on l'a pas terminé sur la plus grosse partie, la partie TI, mais sur tous les gros programmes de refonte, ça marche, au bout d'un moment on y arrive en dev, embarquer les Ops à la fin c'est plus dur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Dans le timing.